Le laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture, présente. Sud Radio, devenir plus utile, DJF Audebert, Philippe Rossi. Bienvenue à vous, 19h27 sur Sud Radio. Chaque mercredi soir, c'est devenir plus utile. C'est la mission que l'on s'est donnée avec mon ami DJF Audebert. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir Philippe. Ce soir, on se rappelle qu'on a de la mémoire et que pourvu que ça dure. Eh oui, pourvu que ça dure. Merci DJF pour pouvoir se rappeler, entre autres, qu'il faut donner une contrepartie à notre présence afin de rendre notre monde meilleur. Tiens, rappelons la définition de l'utilité. C'est le principe que toute action doit être acceptée ou désavouée selon sa tendance à augmenter ou diminuer le bonheur des parties en présence. DJF, quel est le thème du jour? Vous allez finir par vous rappeler parfaitement à la fin de l'année de la définition de l'utilité, mon ami. Optimiser notre mémoire et les sentiments qui lui sont liés pour devenir plus utile. Voici la thématique. Qui flanche, je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien. Alors, comme Jeanne Moreau, on s'aperçoit de son importance quand elle nous quitte, comme un être bien aimé qui fait partie de nous. Par habitude, on finit par ne plus remarquer sa présence, pourtant essentielle à notre vie et à notre bien-être. Alors ce soir, on oublie les post-it, les mémos, les notes de rappel et on fait travailler notre mémoire. On va essayer. DJF, quelles sont les questions que l'on doit se poser? Alors, pourquoi n'accordons-nous pas à notre mémoire l'attention qu'elle mérite, parce que voilà, sauf quand elle commence à nous quitter. Comment fonctionne-t-elle vraiment? Sinon, je vais pas y arriver. Pourquoi on oublie? Pourquoi on se rappelle? Pourquoi un jour notre mémoire peut-elle décider de nous quitter sans prévenir? Comment retarder ce départ au maximum? Alimentation, exercice, méthode. Comment optimiser notre mémoire au quotidien? Et on va tenter en tout cas de répondre à toutes ces questions avec nos invités. Le professeur Bruno Dubois, bonsoir. Bonsoir. Neurologue à l'université Pierre et Marie Curie à Paris, directeur de l'Institut de la mémoire et de la maladie d'Alzheimer. C'est à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et puis, auteur de ce livre, La vérité sur la maladie du siècle aux éditions Grasset. Sébastien Martinez est avec nous. Bonsoir Monsieur Martinez, bonsoir à vous. Bonsoir. Auteur de plusieurs essais sur la mémoire, dont Une mémoire infaillible et La mémoire est un jeu, des méthodes pour optimiser notre mémoire. Vainqueur Sébastien Martinez en 2015 du premier championnat de France de la mémoire, et puis 3 ans plus tard, c'est en 2018, vice-champion du monde, cette fois avec l'équipe de France. Jean-Luc Sherpaz est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Président de Human Assistance et créateur du site Mémosine dédié à la mémoire de vie. Bonsoir à vous tous. Alors, mais avant de recevoir nos invités, nous avons un invité surprise, oui. un vrai phénomène. Il est resté deux minutes de plus pour nous faire le plaisir d'être là. 2 minutes hors taxe. 2 minutes hors taxe. Il a une mémoire d'hypermnésie, c'est-à-dire une mémoire totale, infaillible, la mémoire juste, la mémoire parfaite. Comment ça vous est venu, mon cher Philippe David? Ça m'est pas venu, c'était naturel déjà. Par exemple, quand j'apprenais, à mon époque, on apprenait les fables de La Fontaine à l'école, je les apprenais peut-être en 10 minutes, comme d'autres mettaient une demi-heure ou 3/4 d'heure à le faire. Ouais. Et en histoire, j'étais excellent, ou en géographie, parce que je retenais toutes les dates des batailles, toutes les dates des règnes. Encore aujourd'hui, pourtant j'ai plus fait d'histoire depuis longtemps, je peux vous citer pratiquement par ordre décroissant tous les présidents de la République, ou presque, la troisième c'est un peu plus compliqué, les rois de France, etc. Mais c'était instinctif. Et puis un jour, je faisais de la radio, c'est amusant, notre directeur d'antenne est un homonyme parfait du professeur, et un jour j'étais en débat, je débutais la radio, c'était une émission qui s'appelait Seul contre tous. Et je dis à un de mes invités, c'était moi qui étais seul contre tous, vous avez dit ça à telle date. Pas du tout, j'ai pas dit ça à telle date. Ah si, vous l'avez dit. Et on vérifie sur l'ordinateur, si, vous avez bien dit ça, mais c'était 10 ou 12 ans avant. Et Bruno Dubois, le directeur d'antenne, était venu me voir après l'émission en me disant, en débat, ta mémoire est une arme de destruction massive. Bon. J'ai dit, mais c'est pour ça, il vaut mieux éviter de me dire qu'on n'a pas dit un truc, parce que si je le balance, c'est que la personne l'a dit. Alors, comme vous avez constaté, il ne faut pas laisser l'antenne à Philippe David. Parce qu'il est là jusqu'à 8h avec nous. Mais merci, mon Philippe. Merci génial. à vous et bonne émission, comme d'habitude. Et une vraie mémoire d'éléphant pour le talent d'animateur de Sud Radio qu'on te connaît. Merci à toi. Juste pour répondre. Oui, professeur Dubois. C'est intéressant votre témoignage, parce que je me rappelle un patron qui disait « Ma mémoire me gêne ». Je trouve ça extraordinaire comme phrase. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que trop de mémoire
peut-être même gêner parce qu'on se rappelle de tout. C'est vrai. Et peut-être même ce que les gens vous ont dit ou ce que vous avez dit un jour et que vous regrettez. Et finalement, ça doit vous gêner dans la vie, cette Et mémoire. même si on a envie d'oublier. Parfois, c'est embêtant, c'est vrai. Merci à mon vous. Philippe, merci beaucoup d'avoir été là. Pourquoi, professeur Dubois, n'accordons-nous pas l'importance qu'il mérite à cette mémoire qui nous est essentielle? Mais oui, mais vous avez raison, c'est une bonne question, mais il en est pour la mémoire comme de tout. Finalement, on ne se réjouit pas de voir parfaitement bien, on ne se réjouit pas de marcher parfaitement bien. Finalement, tant que les choses marchent, eh bien finalement, On s'en fout. Mais oui, Comme une enfin, voiture, on s'en occupe pas. voilà, on appuie sur le bouton, ça vient, ça marche, tant mieux. Et c'est effectivement quand ça dysfonctionne que là, on se rend compte de l'importance que ça avait ou que ça a encore. Ouais. Bien sûr. Sébastien Martinez, comment vous êtes intéressé à la mémoire? Je Alors rappelle moi, c'est que pendant vous- mes études. Ouais. C'est clairement pendant mes études. J'ai fait une école d'ingénieur parce que moi, j'ai toujours aimé comprendre pour apprendre. Et donc, naturellement, les maths, la physique, ça, c'était facile. Mais tout ce qui était par cœur, du français et de l'anglais, c'était juste impossible. Et pendant mon cursus d'ingénieur, j'ai voulu partir à l'étranger. Et pour partir, il faut valider un examen d'anglais qu'on appelle le TOEIC. Et moi, la première fois que je l'ai passé, j'ai eu une mauvaise note, j'ai eu 7 sur 20. Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé à chercher des méthodes pour mémoriser et apprendre du vocabulaire. Et c'est donc en 2008 que j'ai découvert qu'il existait des championnats du monde de mémoire. Et des gens qui avaient des méthodes, en fait. Donc, j'ai pratiqué leurs méthodes et j'ai vu qu'elles fonctionnaient. Et donc, avec de l'entraînement, j'ai validé mon TOEIC et je suis arrivé où j'en suis aujourd'hui, quoi. En 2 mots, comment ça se passe, Sébastien Martinez, un championnat de France de mémoire ou alors un championnat du monde où vous avez été vice-champion du monde avec une équipe de France de mémoire? C'est ça. Alors, Si je me rappelle une bien. compétition, c'est 10 épreuves. Chaque épreuve, c'est comme un décathlon en fait. On doit mémoriser soit des jeux de cartes, soit des listes de chiffres, soit des trombinoscopes, des listes de mots. Dans un temps donné, ça peut être 5 minutes comme 1 heure en fonction des formats. Et à la fin donc, de ce temps de mémorisation, on a un temps de restitution. Et en fonction de notre score, eh bien, on a un cumul de points et ça nous fait un classement à la fin des 10 épreuves. D'accord, très bien. Donc vous avez depuis acquis une mémoire infaillible, on peut dire ça? Alors, une mémoire vraiment entraînée. C'est vraiment une question de méthode et après de pratique. Et plus on s'entraîne, plus on est rapide et on est affûté sur des épreuves spécifiques. Après, ces épreuves peuvent vous donner certaines compétences sur d'autres domaines. Mais si on prend par exemple l'exemple sur les visages et les noms, plus on s'entraîne sur des visages et des noms, et plus c'est facile dans la vie de tous les jours de retenir les nouvelles personnes qui arrivent, quoi. Très bien. Jean-Luc Chirpaz, vous avez créé Mémosine, une application de plus de transmission de nos mémoires. Comment vous êtes intéressé à la mémoire? Alors moi, je me suis intéressé à la mémoire d'une façon assez particulière, c'est que j'ai perdu mon père à 17 ans. Et donc j'avais... Bien dans le micro, voilà. Bien dans le micro. Donc je disais, j'ai perdu mon père à 17 ans, donc assez particulier, et j'ai 4 enfants. Et je me posais la question de savoir comment parler de mon père, finalement, à mes 4 grands-enfants. Et c'est comme ça que je m'y suis intéressé. Vous trouvez que la transmission, justement, on ne sait pas qui était ou ce que faisait notre grand-père, arrière-grand-père, vous me disiez tout à l'heure, des fois on a un seul indice ou un seul souvenir de son arrière-grand-père qui résume toute la vie, tout ce qu'on connaît de lui. C'est fou, non? Oui, c'est complètement fou. On oublie très rapidement, finalement, dans notre société, qui étaient nos arrière-grands-parents. Et moi, je sais une anecdote sur mon arrière-grand-mère, elle est morte de la grippe espagnole. Je ne sais pas son prénom, je ne sais même pas son nom. Donc finalement, on se rappelle d'assez peu de choses une fois que les gens sont partis. Et c'est dommage parce qu'on en a besoin en fait. Oui, c'est notre histoire aussi. Et pourquoi justement il n'y a pas cette transmission surtout dans nos sociétés un peu européennes, on oublie tout, on oublie les vieux dans les EHPAD ou les personnes âgées surtout, et on oublie aussi nos racines. Alors, pas partout. Vous voyez, dans notre équipe, on a une jeune fille qui s'appelle Tatiana et qui vient de Guadeloupe. Et elle me raconte souvent que chez elle, on raconte l'histoire de ses grands-parents, de ses arrière-grands-parents. Et on a une vraie tradition orale pour s'en rappeler. Alors que souvent, moi, dans ma famille, on ne le faisait pas du tout. Professeur Dubois. Oui, je trouve que les 2 témoignages sont très intéressants et sont complémentaires. C'est pour montrer les 2 niveaux de la mémoire. La mémoire, c'est ce que nous l'a dit tout à l'heure M. Martinez, c'est un entraînement pour essayer d'acquérir des informations nouvelles. C'est un muscle, la mémoire? C'est pas un muscle, mais c'est une procédure qui permet de mettre des informations dans un sac. D'accord? De sac des souvenirs. Bon. Ou dans la banque. Bon. Et puis c'est aussi, ce que vous nous avez rappelé, monsieur, c'est que c'est aussi un stock d'informations qui ont été stockées au cours de notre développement et auquel on peut accéder. Donc il y a à la fois un processus actif, permanent,
comment vous dire, d'informations nouvelles qu'il faut stocker, et c'est aussi un processus ancien tout au long de notre développement dans lequel on a stocké des informations. Donc c'est à la fois en mettre de nouvelles et récupérer des anciennes. Sébastien Martinez, on parle souvent des bibliothèques de souvenirs, d'accéder à sa mémoire quand on a envie, avec des moyens mémotechniques pour retrouver des éléments. Est-ce que vous le faites? Est-ce que ça rentre dans la technique Martinez que vous avez mis au point? Alors, pour apprendre, en fait, pour mémoriser, il y a 3 clés qui sont indispensables. C'est 1, on a besoin d'être attentif. 2, de faire des associations, de créer des liens, d'encoder en fait. Ça, c'est obligatoire, créer des liens, des associations pour se rappeler. Si on ne ferait pas de lien, si on n'associe pas, on va pas. Enfin, non, c'est difficile de se souvenir. Et après, il faut revoir. En fait, il faut consolider, il faut répéter, il faut s'entraîner. Et ça rebondit aussi sur cette tradition orale en Guadeloupe. Si on parle pas des histoires de nos ancêtres, on va pas s'en souvenir forcément. Et en fait, souvent la grande oubliée dans le processus de mémorisation, en fait, moi que je vois avec les stagiaires, les élèves que j'accompagne, c'est sur cette capacité à associer. Souvent, on associe uniquement de manière rationnelle, on fait des liens logiques, et c'est très bien, ils fonctionnent très bien, mais des fois, on n'a pas accès à ces liens logiques, et on peut mémoriser qu'avec des liens loufoques. Et donc, c'est souvent là les moyens mnémotechniques qu'on l'on appelle. Souvent, on sollicite cette part un peu loufoque qui est en nous pour créer des indices, et derrière se souvenir de l'information, d'un souvenir, quelque chose. Professeur Dubois, à partir de quel âge on commence à ne plus se rappeler précisément des choses? C'est pas qu'on a. Alors là encore, il y a 2 choses. On est très longtemps capable de se rappeler les choses qui ont été mises dans le sac, qui ont été stockées au cours de la vie. Mais on a plus de mal à enregistrer des informations nouvelles. En d'autres termes, on se rappelle moins ce qu'on a fait la veille, mais on se rappelle ce qu'on a fait 40 ans avant. Mémoire immédiate, mémoire du passé. Voilà. Et le paradoxe, c'est que souvent, les patients ou les familles qui conduisent leurs patients disent « ça ne doit pas être bien grave ». Puisqu'il se rappelle les choses anciennes. Oui, mais est-ce qu'il se rappelle ce qu'il a fait la veille? Non, mais ça ne va pas être bien grave puisqu'il se rappelle les choses anciennes. Donc ça veut dire que sa mémoire est bonne. Mais non, s'il est plus capable de stocker d'informations nouvelles, s'il est plus capable de créer des souvenirs, c'est que sa mémoire est malade. C'est quand on ne sait plus si on a mangé ou pas le matin pour le midi, si on conduit encore sa voiture, où est-ce qu'on l'a garé, mais là d'une manière récurrente, etc. La mémoire immédiate qui disparaît en premier. La mémoire des faits récents, oui. La mémoire des faits récents, effectivement, est altérée puisqu'on n'est plus capable de créer de nouveaux souvenirs. Ce que rappelait tout à l'heure M. Martinez, c'est que quand il fait ses concours, il crée de nouveaux souvenirs. C'est-à-dire qu'il est confronté à une information. Il faut qu'il soit bien attentif à cette information, car c'est les ressources attentionnelles qui vont lui permettre de créer ces liens qui vont finalement faciliter l'enregistrement, et à partir de là, il pourra les rappeler. Mais c'est un processus actif, c'est un processus qui demande de l'attention, qui demande un effort. Et apprendre un poème, des choses comme ça, ça demande un effort. Il y a aussi une mémoire qui est faite pour être oubliée. C'est celle, justement, qu'on pourrait dire qui ne sert à rien, qui sert juste immédiatement. Où est-ce que j'ai mis mes clés? Hop, je m'en rappelle. Et voilà. Exactement. Et celle-là, on oublie aussi vite. Alors ça c'est la mémoire vive qui nous permet de garder pendant un temps très court une information, mais on ne fait pas là le processus de mise en mémoire. On la maintient active pendant quelques secondes. Un numéro de téléphone, si vous me donnez votre numéro de téléphone, je ne vais pas chercher à l'apprendre par cœur, mais je vais le répéter comme ça dans ma tête rapidement pour pouvoir le noter très vite. Donc c'est ce qui fait que Philippe Rossi se rappelle à chaque fois très vite du nom de l'émission quand il la présente. C'est ça, devenir plus utile, boum, et après il oublie. Non? Mais il y en a souvent qui apprennent vite et qui oublient vite. Ouais, oui, vrai. mais alors si on fait si on rentre dans le processus de ce qu'on appelle le mémoire à long terme, c'est-à-dire de ce qui nous a été présenté tout à l'heure, c'est-à-dire cette capacité à faire attention, à encoder, à enregistrer, à créer des associations, là, à ce moment-là, on le garde. D'accord. Mais l'information, ce qu'on appelle la mémoire immédiate, cette mémoire à court terme, celle-là, elle est faite pour être perdue. Jean-Luc Chirpaz, c'est un autre aspect de la mémoire que vous proposez aussi, notamment c'est lié un peu au Covid aussi, ce qui a participé au développement de Mémosine, avec toutes ces personnes âgées qui ont été oubliées dans les EHPAD, et justement, donc Mémosine, c'est aussi pour ça, pour recréer le lien. Alors au départ, Mémosine, ça s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire qu'on est vraiment là pour faciliter le recueil, la sauvegarde et la transmission de la mémoire par des processus d'interview.
Alors tout le monde peut aller sur notre site et tenter l'expérience, mais effectivement au moment du Covid, on a été nous très marqués parce qu'on a vu bien évidemment au départ à la télévision de ces personnes qui étaient enfermées et qui étaient tout à fait isolées. Alors déjà le grand âge isole, mais alors là on était au paroxysme de ce qu'on pouvait voir. Et on s'est dit finalement comment est-ce qu'on peut utiliser cet exercice de mémoire pour favoriser justement une ouverture et lutter contre l'isolement. Donc on s'est dit finalement, avec cette capacité à poser des questions et à faire dire finalement des souvenirs, est-ce qu'on peut avoir un peu de lien avec les familles? Donc on a utilisé cette mémoire avec des interviews pour intéresser les familles à d'autres sujets et faire en sorte qu'on passe un coup de téléphone de plus, mais qui ne soit pas sur où est-ce que tu as mal, qu'est-ce que tu as mangé à midi ou quel temps il fait, mais vraiment sur des choses qui les valorisent. Parce que eux, finalement, sont au centre de la relation. Concrètement, juste avant qu'on passe à la pub, très rapidement, comment ça se passe? Les gens viennent sur le site, ils s'inscrivent, ils racontent en très rapidement. Alors ça peut être ça effectivement pour des gens qui ont tous leurs moyens et pour des gens qui sont en établissement. Là, on a une application dédiée qui permet avec un aidant d'aller chercher ses souvenirs et de travailler ses souvenirs et la mémoire. Très bien, on se rappelle qu'on a de la pub. Exactement, on va revenir dans quelques instants, devenir plus utile avec DJF Audebert et notre thème ce soir, optimiser notre mémoire et les sentiments qui lui sont liés pour devenir plus utile. On continue d'en parler évidemment avec nos invités, le professeur Bruno Dubois, Sébastien Martinez et Jean-Luc Schripaz. On vient dans quelques minutes, à tout de suite. Le laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture, présente. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Devenir plus utile. DJF Audebert, Philippe Rossi. Il faudrait tout oublier. De retour sur Sud Radio avec DJF Audebert, comme chaque mercredi, c'est devenir plus utile. Et ce soir, notre thème, optimiser notre mémoire et les sentiments qui lui sont liés pour devenir plus utile. Il est question de la mémoire ce soir, vous l'avez compris. Et pour en parler, nos invités à nos côtés, le professeur Bruno Dubois, neurologue à l'université Pierre et Marie Curie à Paris, directeur de l'Institut de la mémoire et de la maladie d'Alzheimer à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et puis auteur de La vérité sur la maladie du siècle chez Grasset. Sébastien Martinez est avec nous. Alors, auteur de plusieurs essais sur la mémoire, dont Une mémoire infaillible et La mémoire est un jeu, des méthodes pour optimiser notre mémoire, vainqueur en 2015 du premier championnat de France de la mémoire, et puis en 2018, vice-champion du monde avec l'équipe de France. Jean-Luc Schripaz, président de Human Assistance et puis créateur du site, on en a parlé il y a quelques minutes, Mémosine, dédié à la mémoire de vie. Cher Bruno Dubois, comment peut-on au maximum repousser une perte de mémoire qui nous guette tous ? Et à n'importe quel âge. Alors, il faut comprendre comment ça fonctionne pour répondre à cette question. Il faut distinguer deux choses. C'est les capacités d'attention et les capacités de mémoire. Les capacités d'attention sont essentielles. Ce sont celles qui vont nous permettre de fixer l'événement que l'on veut garder en mémoire. C'est comme une colle. Alors, si on a beaucoup de colle, on va pouvoir bien le fixer. Si on a peu de colle, on ne pourra pas bien le fixer. Il faut être attentif, il faut être comme un buvard, il faut capter l'information, il faut bien l'enregistrer. Si pour une raison ou pour une autre, parce que vous êtes fatigué, parce que vous avez des troubles du sommeil, parce que, par exemple, vous prenez des médicaments qui vont altérer vos capacités attentionnelles. Si, par exemple, vous buvez de l'alcool juste avant, si, par exemple, vous avez du stress, si, par exemple, vous êtes anxieux, parce que justement... Ça va altérer la mémoire. Ça va altérer vos ressources attentionnelles. D'accord. Et vous ne serez pas bien attentif à l'information. Si je vous donne à ce moment-là une liste de mots, et que vous êtes préoccupé, parce qu'il faut que vous alliez chercher votre fille à l'école, et que voilà, et vous ne savez pas très bien si votre femme doit aller la chercher... Bon, vous n'allez pas être attentif. Je vais vous donner la liste de mots, et puis vous n'allez pas bien la capter. Bien sûr. Et après 10 minutes, je vais vous redemander la liste, ben vous en rappellerez que par exemple que 3 sur 10, et vous aurez un trouble de mémoire. Non, vous aurez eu un trouble au niveau de l'attention, de l'enregistrement de l'information. Donc c'est fondamental. Et tout ce qui va dans le sens d'une altération des capacités attentionnelles diminue la capacité de garder en mémoire l'information. Et en revanche, tout ce qui va augmenter vos capacités attentionnelles, c'est-à-dire une bonne hygiène de vie, un bon sommeil, lutter contre le stress, avoir une activité physique, une bonne hygiène diététique, etc. Tout ça, ça va augmenter vos ressources, votre confiance en vous et votre mémoire. Sébastien Martinez, pensez-vous que l'intelligence artificielle et toutes les techniques du moment vont provoquer une amélioration de nos mémoires? En tout cas, est-ce que vous en servez déjà pour vos webinaires, conférences, etc. ou d'autres techniques avancées?
Alors, je veux dire, tout ce qui est support externe, ça peut être utile uniquement si c'est au service de son entraînement. Je veux dire, le seul moyen d'augmenter, je rebondis avec ce que M. Dubois a dit, c'est sur l'attention. Pratiquer, par exemple, quand on fait des compétitions de mémoire, je vois bien que on travaille énormément notre attention, on mémorise plein d'informations, et donc par cet entraînement, on est plus attentif, et ça a un impact, on va dire, sur notre corps et sur notre cerveau. Mais on va dire, tout ce qui est externe, ça dépend juste comment on l'utilise. Ça reste des outils. Si ces outils vous aident à mieux vous entraîner, oui. Sinon, si ça vous empêche de vous entraîner, ça va pas marcher. Enfin, exemple, c'est le GPS. Si on prend l'exemple du GPS, moi, je me rappelle, mon grand-père, quand il n'était pas le GPS à l'époque, et quand il disait, tiens, va à tel endroit, avant d'aller à l'endroit en question, ils expliquaient, tu vois, tu prends ce chemin, là, tu arrives devant l'église, tu tournes à gauche, tu tournes à droite. Donc, en fait, les gens s'entraînaient à faire des itinéraires. Aujourd'hui, on s'entraîne plus du tout, et j'ai plein de personnes qui me disent, mais j'arrive pas à retenir un itinéraire. Mais c'est normal, parce qu'on s'entraîne plus du tout. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Ça, j'ai pas la réponse, mais il faut en être conscient qu'un outil n'est juste là. C'est qu'un outil, en fait, ça dépend comment on s'en sert. Non, mais justement, on peut dire, et je vais demander aussi à Jean-Luc Sherpaz après, on peut dire que les réseaux sociaux, le numérique, les informations que l'on livre toutes prêtes, nous rend feignants. Donc, du coup, on prend plus l'effort de réfléchir parce qu'on cherche un département, le Cher, par exemple, ou un autre. Et du coup, si on ne sait pas à quoi correspond le numéro du département, on le cherche sur Internet. Et on n'a pas besoin de s'en rappeler, comme à l'époque, nos parents connaissaient toutes les capitales, tous les départements, etc., etc. Sébastien Martinez. C'est ni bon ni mauvais. En fait, ça nous libère en fait l'espace pour faire autre chose. Et la question, c'est qu'est-ce que je fais de ce temps en plus? Et évidemment, si je me connecte à des drogues, en fait, parce qu'on sait que les réseaux sociaux, il y a plein de choses qui sont, on prend des séries télé, c'est très addictif. Et donc, évidemment, si tout ce temps libéré, on le consacre à faire des choses qui ne sont pas, on va dire, actives pour à la fois notre corps et notre esprit, j'ai envie de dire que ça sera délétère. Par contre, si on s'en sert pour le muscler, pour s'entraîner efficacement, oui, ça peut être utile. Une dernière question, juste avant que j'interrose Jean-Luc Sherpaz. Quels seraient les 3 exercices à faire le matin en se levant pour justement, comme on fait une sorte d'exercice physique, pour conserver une mémoire qui soit intéressante au cours des années? Un exercice simple que je dirais, le premier, ça serait de revivre ces 24 dernières heures. Donc on se lève et on se dit, voilà, qu'est-ce que j'ai fait la journée précédente? Et on va voir que des fois, il y a certaines conversations qu'on sait qu'on a eues avec certaines personnes, mais on ne va pas être capable de dire le sujet en question. Et à force d'entraînement, on va être capable d'être plus à même à retrouver les informations. Ça peut être un premier exercice. Un second exercice, c'est s'amuser à apprendre de nouvelles choses. Si vous êtes, par exemple, vous voulez apprendre une nouvelle langue, apprenez du vocabulaire dans une langue, en faisant des associations, en faisant des histoires entre les termes. Et un troisième exercice, qu'est-ce que ça pourrait être? Vous allez le retrouver, vous allez vous en rappeler d'ici la fin de l'émission, je pense. Merci. Mais déjà, si vous faites ces deux, c'est super. Hein. Jean-Luc Sherpaz, est-ce que vous pensez que justement cette addiction qu'on a altère notre mémoire à toute cette vie qui va vite, les réseaux sociaux, les SMS, les machins, tout ce qu'on cherche par Internet maintenant sans faire d'efforts? Est-ce que ça altère aussi les réseaux sociaux? Alors je suis pas sûr que ça altère, ça devient différent. Alors effectivement, on se rappelle pas des mêmes choses et on n'entraîne pas les mêmes zones de mémoire, ça j'en suis certain. Mais je suis pas sûr qu'au final... on se rappelle de nos codes et puis de nos codes pour accéder à nos sites. Exactement. Ou des chemins, effectivement, pour accéder aux sites et des raisonnements qui n'avaient pas lieu d'être avant que les sites existent. Professeur Dubois, vous voulez intervenir là-dessus? Oui, non, parce que c'est intéressant ce que dit M. Martinez sur les... Jean-Luc Sherpaz aussi, vous êtes méchant avec Jean-Luc, c'est intéressant ce qu'il dit. Bien sûr. Non, mais ce qui m'intéresse, c'est dans les exercices proposés, les exercices proposés, cette idée de travailler sur la récupération. Et là, on touche du doigt un deuxième aspect dont on n'a pas parlé encore. Il y a l'entrée dans le système de mémoire, mais il y a après la récupération. Il faut aller chercher des informations qui ont été stockées. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est un autre processus et qui demande aussi beaucoup d'efforts. C'est très coûteux sur le plan énergétique. Ce qu'on appelle la récollection, la récupération, le syndrome du bout de la langue. Je sais que je sais,
mais là, ça va me manquer. Et ça, c'est très classique. Et ça fait partie aussi des troubles du rappel, ça, la trouble de mémoire. C'est la difficulté à récupérer, à aller chercher l'information qui est pourtant stockée. Alors justement, on peut pas vous avoir dans le studio sans parler de, comme il nous reste très peu de temps, sans parler de la maladie d'Alzheimer. Donc vous êtes le grand spécialiste français. Hein. Vous avez même écrit donc un livre qui s'appelle La vérité sur la maladie du siècle, hein, paru aux éditions Grasset. Où en est-on de la maladie d'Alzheimer et est-ce que ça s'améliore? Est-ce que ce mal qui touche 800 000 Français, presque 1 million de Français, va finir par nous lâcher la grappe? Alors, d'abord, puisqu'on parle de la mémoire, il est essentiel de bien faire la part des choses. Tout le monde, à partir d'un certain âge, vous êtes un peu trop jeune pour le savoir, mais tout le monde, à partir d'un certain âge, se plaint de sa mémoire. En réalité, c'est pas de sa mémoire, mais c'est de son attention. C'est-à-dire qu'on oublie les choses sans importance. Oui, l'emplacement de ses lunettes, l'emplacement de son journal, etc. Oui. Bon, ça c'est la première chose. En revanche, dans la maladie d'Alzheimer, il n'y a pas une plainte de mémoire, mais il y a un trouble de la mémoire. C'est-à-dire qu'on met les gens en situation de test et on voit que là, ils ne sont pas capables de mémoriser des informations nouvelles. Et ce syndrome amnésique, effectivement, est très précoce dans la maladie d'Alzheimer. Alors, on est capable maintenant de repérer des gens très tôt dans leur maladie. Et on les soigne comment? Quels sont les médicaments Alors, il y a des médicaments qui finalement n'ont pas été remboursés, qui sont déremboursés actuellement, mais il y a actuellement en expérimentation des médicaments qui cette fois-ci ne sont pas dirigés contre les symptômes, mais sont dirigés contre les lésions de la maladie. Et ce qui est intéressant, c'est que ces médicaments commencent à détruire les lésions de la maladie. C'est-à-dire qu'on est en train de nettoyer le cerveau de nos patients. Alors, maintenant, il faut voir si ça a un effet sur les symptômes, et c'est la discussion actuelle. Il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'un jour, on n'entendra plus parler, à votre avis, de la maladie d'Alzheimer? Mais sur la base de ce que je viens de vous dire, je pense que dans l'avenir, oui, on a les moyens de débarrasser les cerveaux de nos patients des lésions qui caractérisent leur maladie. Un petit tour de table très rapide entre nos 3 invités sur une question, une réponse à 3 mots. Est-ce que des fois, l'oubli n'est pas salutaire? Je commence par Sébastien Martinez. Alors oui, et j'ai mon 3e point, c'est venez participer à des compétitions de mémoire. C'est entraînez-vous pour la compétition qui aura lieu le 15 octobre sur Montpellier. Donc, voilà. Il est bon. Allez sur le site de l'association des sports de mémoire et vous verrez, vous pourrez s'entraîner. Oubliez, Jean-Luc Sherpaz. Alors souvent, on n'a pas envie d'oublier. Moi, j'ai plutôt envie de dire que quand on ne connaît pas une information sur l'histoire, par exemple, de sa famille, c'est l'occasion de poser des questions. Et nous, on incite vivement à ce qu'on n'oublie pas tout un tas de choses et qu'on pose des questions pendant qu'il est temps. Et c'est une façon avec Mémosine de poser les questions. Professeur Dubois, oubliez les mauvais souvenirs. Alors, c'est pas important. L'oubli fait partie de la mémoire. C'est-à-dire, on ne peut pas tout garder en mémoire. On n'est pas un buvard qui capte tout. Premièrement, donc par définition, on oublie, on fait une sélection, on filtre des choses importantes, on les garde, les choses sans importance, on les oublie. Ça, c'est naturel. Notre système est un espace à capacité relativement limitée. Et deuxièmement, il y a des mécanismes d'oubli psychologique, car il y a des choses, et notamment dans les PTSD, dans les grands traumatismes que les gens vivent, ils ont une capacité à oublier, enfin à ne pas garder en mémoire l'information tellement elle est traumatisante. Donc l'oubli est aussi un mécanisme de défense. Bon, merci Bruno. Merci Bruno Dubois, merci Sébastien Martinez, merci Jean-Luc Sherpaz. Tiens, Sébastien Martinez, très vite. Il y a 2 dates de conférence, Sébastien Martinez. À vous, vous les avez ou pas? Sébastien, oui, j'ai alors le 15 et 16 octobre, les championnats de France de mémoire. Ouais. C'est ça que vous l'avez, et le 15 mars. Et ça, je fais un webinaire avec la Fondation Alzheimer. Eh ben, c'est noté. Quotient d'utilité, c'est le livre de DJF Hautebert aux éditions Guitre et Daniel. Et dans un instant, c'est le Loft Musique avec Jean-Louis Debré.